1945, le Reich s'effondre. Mais pour le STG-44, la guerre ne s'arrête pas. Le fusil d'assaut ne meurt pas avec ses créateurs. C'est une rupture, un changement de paradigme. Beaucoup voient dans le AK-47 une copie conforme. C'est une erreur technique. La culasse rotative de Kalachnikov n'a rien à voir avec le système à verrou basculant allemand. Le STG-44 a-t-il réellement forgé l'arme soviétique? Pas dans sa mécanique, mais dans son âme. Il a prouvé qu'une arme automatique légère, alimentée par une munition intermédiaire, dominait le champ de bataille moderne. Les soviétiques ont adopté le concept, pas le schéma. Le chaos de l'après-guerre disperse les stocks. Des milliers d'unités partent vers l'Est. La police est-allemande, la Volkspolizei, l'utilise jusqu'aux années 60. Puis, l'arme s'évapore dans les circuits de l'ombre. On le retrouve en Algérie, au Vietnam, en Afrique. Une arme de 1944 qui refuse de devenir une pièce de musée. Pourquoi une telle longévité? La réponse tient dans la logistique de guerre du Reich. En seulement 3 ans, l'Allemagne a produit une quantité colossale de munitions. 820 millions de cartouches de 7,92 mm Kurz. Un volume monstrueux. Ce stock de fer et de poudre a alimenté les conflits du tiers-monde pendant 70 ans. 2012, guerre civile syrienne. Dans une cage d'Alep, des rebelles forcent un conteneur. À l'intérieur, 5000 fusils STG-44. Les armes sont intactes. Le métal brunit, mais le mécanisme claque encore. Près de 7 décennies après la chute de Berlin, le fusil d'assaut de Hitler crachait encore du plomb sur une ligne de front. 820 millions de munitions produites. 1947. L'Union soviétique présente le premier prototype de l'AK-47. Une silhouette familière, trop familière. Est-ce une copie conforme du fusil de Hitler? Le concept allemand a dicté les règles. Une munition intermédiaire, une ergonomie pensée pour l'assaut, une aptitude totale à la production de masse. Kalachnikov suit la trace du Sturmgewehr, mais sous la carcasse d'acier, la mécanique diverge. Le verrouillage diffère, la détente et la sécurité ignorent le schéma allemand. Mikhail Kalachnikov l'affirme, son inspiration vient du Garand américain. La ressemblance avec l'engin nazi ne serait que superficielle. Le chargeur courbe, l'acier embouti, rien de plus. Pourtant, un détail pèse lourd. Les soviétiques ne se sont pas contentés de plans ou de brevets, ils ont pris les hommes. Hugo Schmeisser, le père du STG-44, est emmené en URSS. Travaillait-il dans l'ombre du génie russe? Le concepteur allemand passe 6 ans dans les bureaux d'études soviétiques après la guerre. On ne saura jamais l'étendue exacte de son influence sur le fusil le plus célèbre du monde. Les archives restent muettes. Le piston à gaz à longue course et la fiabilité brutale de l'AK portent pourtant les gènes de l'expérience allemande. 6 années de collaboration forcée. 45 000 unités produites avant la chute. Le chiffre est solide. Mais l'héritage dépasse la statistique. Le concept de fusil d'assaut universel change la guerre. Une arme hybride, un seul outil pour toutes les distances. Après 1945, les vainqueurs ouvrent les caisses de prise de guerre. Ils étudient, ils copient. L'Union soviétique observe le STG-44 avec une attention chirurgicale. Les ingénieurs russes dissèquent la munition courte allemande. Ils comparent la Mauser raccourcie face aux 30 carbines américains. Le constat est sans appel. L'avenir appartient aux calibres intermédiaires. Quel est le résultat de cette obsession technique? Une munition, la 7,62 par 39 mm. Elle devient la cartouche la plus meurtrière de l'histoire humaine. Littéralement. Aucun autre projectile n'a mis fin à autant de vies. Le processus s'accélère. Les soviétiques cherchent le vecteur idéal pour ce nouveau calibre. Premier essai en 1945, la SKS. Une carabine semi-automatique, fiable mais insuffisante pour la doctrine de saturation. Les recherches se poursuivent dans les bureaux d'études secrets. 2 ans plus tard, le monde change de visage. En 1947, Mikhail Kalachnikov présente son prototype final. L'AK-47 entre en scène. 400 000 unités sortent des usines avant l'effondrement du Reich. Un chiffre impressionnant, mais dérisoire face à l'ampleur du désastre. L'AK-47 n'était pas encore né que son ancêtre dictait déjà sa loi. Les Allemands voulaient faire du STG l'arme universelle de l'infanterie. Le fusil à verrou et le pistolet mitrailleur devaient disparaître au profit d'un seul concept. Il manquait de temps, il manquait de ressources. Le 5G44 a-t-il réellement changé la donne? Dans les derniers mois de guerre, il combat aux côtés des vieux Mauser. Mais la puissance de feu d'une section change radicalement. En Normandie, après le jour J,
Les troupes américaines et britanniques subissent un choc thermique. Le plomb sature l'espace. Les Alliés ramassent les armes abandonnées. Ils les utilisent jusqu'à la dernière cartouche. Le contraste est brutal. Washington possède sa propre carabine, la M1. Elle utilise aussi une cartouche intermédiaire, le 30 carbine. Mais la comparaison s'arrête là. La munition américaine manque de punch. Elle se comporte comme une balle de pistolet, pas de fusil. La M1 reste une arme de second rang, un accessoire pour officiers ou conducteurs. Le Sturmgewehr, lui, est un prédateur. La production totale atteint 425 000 exemplaires, un record industriel dans le chaos des bombardements. Pourtant, le potentiel maximal de l'arme reste théorique. Les divisions reçoivent le fusil quand les lignes de ravitaillement sont déjà coupées. L'issue du conflit est scellée bien avant que le million d'unités prévues ne soit atteint. Berlin avait l'arme du futur, mais plus d'armées pour la porter. Adolf Hitler lui-même finit par valider la production de masse en juillet 1944. Berlin est en flammes. Les ingénieurs du Reich tentent un dernier saut technologique. Ils veulent dompter l'obscurité pour sauver un front qui s'effondre. Le Zielgerät 1229, nom de code Vampire. Un projecteur infrarouge massif surmonte le garde-main du STG-44. À côté, un capteur optique transforme l'invisible en image. C'est le premier système de vision nocturne portatif de l'histoire. Était-ce une révolution? Sur le papier, oui. En réalité, un calvaire physique. Le tireur porte un sac à dos rigide. À l'intérieur, une batterie de 13 kg. Des câbles épais courent sur sa poitrine, reliant l'alimentation au capteur et à la lampe. Le poids total écrase les épaules. Le soldat devient une machine lente, entravée par ses propres fils. L'obscurité totale disparaît. À travers l'optique, des silhouettes humaines émergent du néant. 70 mètres, 100 mètres, parfois 200 si le ciel est dégagé. Mais le dispositif dévore l'énergie. L'autonomie est dérisoire. En début de l'année 1945, quelques unités spéciales testent l'engin lors d'opérations nocturnes isolées. L'effet de surprise est réel, mais bref. Le Vampire arrive trop tard. La production s'arrête à seulement 300 exemplaires. Pourtant, cette technologie n'était que le sommet de l'iceberg des tentatives désespérées, tout comme les canons courbes conçus pour tirer depuis l'abri des blindés. L'idée, le Krumlauf, un dispositif courbé adaptable au canon du STG-44. Les ingénieurs proposent des angles de 30, 45 et même 90 degrés. Le but est de nettoyer les angles morts des chars sans exposer un seul centimètre de peau. La physique impose sa loi. La balle entre dans la courbe à une vitesse supersonique. Elle ne glisse pas, elle frappe l'acier. Le projectile se fragmente sous la pression colossale. Ce qui sort du canon n'est plus une balle, mais une gerbe de shrapnels erratiques. Le fusil d'assaut devient un mauvais fusil à pompe. Un bruit de métal déchiré accompagne chaque détonation. Le frottement est tel que l'acier du canon surchauffe instantanément. Les rayures s'effacent, le métal se fissure. Le dispositif à 30 degrés ne survit pas à 300 tirs. Le système de vision nocturne n'était qu'une facette de l'obstination technique. Une autre idée émerge des décombres, le Krumlauf, un canon courbe pour l'STG-44. L'objectif est simple, tirer sans être vu. Rester à l'abri derrière un mur ou l'acier d'un panzer. Un périscope permet de viser. Le soldat ne sort pas sa tête, il reste protégé. Mais la physique ignore les besoins de la propagande. Forcer une balle de 7 mm 72 à changer de direction est un suicide mécanique. Les ingénieurs testent 3 angles, 30, 45 et 90 degrés. Le projectile percute la paroi intérieure. Le métal hurle. Un sifflement strident déchire l'air à chaque détonation. À 30 degrés, la balle se déforme. Elle s'écrase contre l'acier mais reste entière. Miracle de l'ingénierie. Les testeurs touchent une silhouette humaine à 100 mètres. L'illusion de l'efficacité dure peu. Le frottement génère une chaleur et une pression insupportables. Le canon agonise. 300 coups. C'est la durée de vie du dispositif à 30 degrés. Moins de 2 dotations de combat. Passé ce stade, l'acier se fissure. Le canon éclate. À 45 et 90 degrés, le délire technique vire au désastre. La balle ne dévie plus. Elle explose à l'intérieur du coude. Le 5G44 ne projette que de la limaille et des éclats de plomb. Le fusil d'assaut devient un fusil de chasse imprécis. La portée s'effondre, viser devient impossible. Le Krumlauf ne sauve personne.
Il transforme une arme de précision en un amas de ferraille jetable. Le projet rejoint la liste des inventions nées de la panique. 30 cm d'acier courbe pour 300 tirs. Alors que les embouts courbes éclataient sur les polygones d'essai, la plateforme STG-44 envahissait déjà les lignes de montage. L'Allemagne suffoque sous les bombes alliées. Les usines ne sont plus que des squelettes d'acier. Pourtant, le Reich ordonne une production massive. Comment armer une nation quand ses centres industriels sont en ruine? La réponse tient en un mot: emboutissage. Fini le fraisage lent et coûteux de l'acier massif. Le STG-44 est conçu pour la vitesse. Son corps est une simple feuille de métal pressée. C'est une révolution économique. 3 à 4 fusils d'assaut sortent d'usine pour le prix d'un seul quart 98K. Le calcul est simple. La guerre totale ne tolère plus l'artisanat. L'arme pèse 5 kg. C'est lourd, mais stable. Elle embarque 30 cartouches dans son chargeur courbé. Sa cadence de tir oscille entre 500 et 600 coups par minute. Le recul reste maîtrisable. La précision est redoutable à moyenne distance. L'ergonomie dicte sa loi. Poignée pistolet, crosse massive, sélecteur de tir sous le pouce. Le levier d'armement est placé à gauche. Le soldat recharge sans lâcher la détente de la main droite. Chaque seconde compte sous le feu. Le design est dépouillé jusqu'à l'os. Les ingénieurs sacrifient les accessoires. Les supports pour lance-grenades disparaissent. Les rails pour lunettes de visée sont supprimés. Pour gagner encore quelques minutes sur la chaîne de montage, les usines suppriment même le tenon de baïonnette. Des millions de fusils bon marché n'existaient que parce que les officiers de l'Office de l'armement avaient osé mentir à leur fureur. Adolf Hitler est catégorique. Pour lui, la guerre se gagne avec la puissance brute du Mauser ou la cadence du pistolet mitrailleur. Rien entre les deux. En 1942, il signe un décret formel. Le développement de tout nouveau fusil est strictement interdit. Seules les carabines semi-automatiques et le MP40 ont droit de citer. Les ingénieurs et les généraux entrent alors en dissidence. Pendant 2 ans, ils travaillent dans l'ombre, sous la menace constante d'un tribunal militaire pour haute trahison. Ils camouflent leur invention derrière une appellation technique trompeuse. Le projet devient le MP43. Aux yeux du dictateur, ce n'est qu'une amélioration mineure d'un pistolet mitrailleur existant. Hitler appose sa signature sur les documents de production sans se douter de la supercherie. Le mensonge tient jusqu'au premier test de combat. La vérité éclate par accident lors d'une réunion au quartier général. Un général de l'Est réclame avec insistance davantage de ce nouveau fusil révolutionnaire. Hitler se fige, il ignore tout de cette arme. Furieux, il exige une démonstration immédiate sur le polygone de tir. Les officiers jouent leur tête sur cette présentation. Le dictateur saisit l'arme, il presse la détente. Le recul est maîtrisé, la précision totale. Impressionné par les rapports du front et la puissance de feu, il change radicalement d'avis. Le pragmatisme l'emporte sur l'obstination. Pour transformer ce succès technique en outil de propagande, il rebaptise l'arme de ses propres mains. En 1944, le MP43 devient officiellement le Sturmgewehr 44. Le nom prestigieux de Sturmgewehr n'existe pas encore. Ce sont les rapports crasseux des tranchées du front de l'Est qui dictent la loi. Les prototypes modèle H et modèle W arrivent en enfer. La boue russe ne pardonne rien. Qu'est-ce que l'infanterie craignait plus que le feu ennemi? Un enrayage fatal dû à la crasse. Dans les rapports, le verdict tombe vite. Le modèle H de Henel écrase son concurrent. Il est robuste. Il encaisse le froid. Les soldats découvrent une puissance de feu inédite. Ils basculent du coup par coup à la rafale. La portée surpasse tous leurs pistolets mitrailleurs. La précision change la donne. Mais un détail technique obsède les vétérans. Ils détestent le mécanisme ouvert. À chaque mouvement, la culasse laisse entrer la terre et le sable. On entend le glissement visqueux de la boue dans le mécanisme. Un son de mort pour le tireur. Les ingénieurs reçoivent l'ordre de tout changer. Le cahier des charges impose désormais une culasse fermée. Un système hermétique, une protection contre la poussière. La précision grimpe, la fiabilité devient totale. Les deux modèles fusionnent. Les meilleurs traits du modèle H et du modèle W créent un hybride définitif. 1943, la production démarre. Le duel final se joue entre deux géants industriels, Henel et Walter. Une lutte technique acharnée pour définir l'arme du futur. Hugo Schmeisser.
Ce nom incarne l'armement allemand depuis la Grande Guerre. Pour le projet MKB-42H, l'ingénieur choisit la fiabilité. Il place un piston à gaz au-dessus du canon. Les gaz de combustion frappent cette tige pour actionner une culasse oscillante. C'est du classique, du solide. Walter réplique avec le MKB-42W. Leurs ingénieurs tentent une architecture radicale. Un piston à gaz annulaire entoure directement le canon. Le mécanisme est complexe, le design audacieux. Les deux prototypes partagent pourtant une exigence, le tir en culasse ouverte pour le mode automatique. Cela refroidit le canon. Mais pour le tir de précision, Schmeisser impose d'abord une culasse fermée. La boue du front de l'Est obligera les ingénieurs à revoir ces théories de laboratoire. La production s'adapte à l'urgence totale. Plus d'acier usiné coûteux. Les carcasses utilisent des tôles d'acier embouties. Les crosses sont en bois brut. L'objectif est simple, fabriquer vite et moins cher. Les deux modèles adoptent un chargeur amovible courbe de 30 cartouches. L'armée commande l'envoi immédiat des premiers exemplaires aux unités d'élite du front de l'Est. 1942. Les premiers prototypes arrivent sur le terrain d'essai. Le sort de l'infanterie allemande se joue dans la boue et la poussière des stands de tir. Pourtant, à Berlin, le projet stagne. Pourquoi un projet capable de sauver la piétonnerie n'a-t-il pas reçu de priorité urgente? La réponse tient en un nom, Adolf Hitler. Le dictateur exigeait la portée maximale des vieux fusils Mauser. Les ingénieurs, eux, exigeaient la densité du feu. Hitler méprisait l'idée même d'une munition raccourcie. Il y voyait une faiblesse, une régression. Les bureaux d'études travaillent dans l'ombre du doute impérial. Deux géants industriels reçoivent des contrats concurrents, Henel et Walter. L'objectif est de créer un Maschinenkarabiner, une carabine automatique capable de tirer au coup par coup ou en rafale. Le concept est révolutionnaire. Mais le développement reste lent, trop lent. Les ingénieurs luttent contre l'inertie d'un système qui refuse de voir la réalité du combat moderne. Les prototypes de Henel et Walter ne sont que la conséquence. La cause, elle, réside dans ce nouveau calibre que le Führer déteste. Le MKB-42H et le MKB-42W sortent enfin des usines. Les militaires préparent les protocoles. Les tests comparatifs commencent. Pour que les nouveaux prototypes fonctionnent, les ingénieurs doivent pratiquer une chirurgie brutale sur la munition standard du Mauser. Ils tranchent dans le métal. En 1938, la demande devient officielle. Il faut combler le vide entre le pistolet et le fusil. Le processus ressemble à une exécution technique. Un tour automatique saisit la douille standard de 57 mm. L'outil de coupe descend. La limaille de laiton saute en spirale brûlante sur le sol de l'usine. Une douille courte tombe dans le bac. Le choc sourd du métal contre le métal résonne dans le silence du laboratoire. La transformation est radicale. La douille passe de 57 à exactement 33 mm. En 1941, la Wehrmacht adopte officiellement la 7,92 par 33 Kurz. Kurz signifie court. Le calcul est simple. Moins de poudre, c'est plus de contrôle. La physique dicte sa loi. La balle quitte le canon à 700 mètres par seconde. C'est 30% de moins qu'une munition de fusil classique, mais 2 fois plus qu'un calibre de pistolet. À l'épaule, le recul change de nature. En mode automatique, l'arme ne cherche plus à s'envoler vers le ciel. Le soldat garde sa cible dans le viseur. La trajectoire reste tendue. La précision est chirurgicale. La portée efficace atteint 500 mètres. Qui a prédit la mort des fusils à verrou 20 ans avant le premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale? Le concept du calibre de 1941 n'était pas une innovation soudaine. C'était le reflet exact d'une vision oubliée. En 1918, le capitaine Pédéry pose un constat brutal sur le papier. Les fusils standards gaspillent de l'énergie. Les munitions sont trop puissantes. Les distances de tir réelles sont dérisoires face à la théorie des manuels. Pédéry identifie une zone morte. Au-delà de 45 mètres, les pistolets mitrailleurs perdent toute précision. Mais le combat se gagne rarement à plus de 270 mètres. Entre ces deux points, il n'y a rien. Le capitaine réclame une cartouche courte, une arme à tir rapide, un chargeur à haute capacité. Si l'état-major avait accepté ce rapport, la Wehrmacht serait entrée en Pologne avec des fusils d'assaut. Mais en 1918, Berlin hésite. Le pistolet mitrailleur est encore une nouveauté coûteuse. Investir dans un second système semble absurde aux yeux des bureaucrates.
Le haut commandement classe le dossier Pédérite. Personne ne répond. Pendant que les états-majors dissèquent les rapports de Pédérite, le fantassin de Stalingrad paie chaque mètre de portée inutile de son sang. Un couloir sombre. Les ruines d'une maison ouvrière. Le soldat allemand voit une ombre. Il épaule son Kar 98K. Une arme de précision. Un chef-d'œuvre d'acier capable d'abattre une cible à 1000 mètres. Il presse la détente. Le recul de la puissante cartouche de 7,92 mm lui heurte l'épaule. Raté. Il saisit le levier de culasse. Le métal claque. Un son sec. Dans ce couloir, ce bruit résonne comme un arrêt de mort. Il perd 2 secondes. Face à lui, le soviétique n'a pas besoin de viser. Son pistolet mitrailleur PPSH crache une rafale de 71 coups. Le temps que le verrou du Kar 98K se referme, le combat est déjà terminé. La puissance contre la cadence. Le fusil à verrou est trop lent. La mitrailleuse MG34 ou MG42 offre un déluge de feu, mais elle pèse 12 kg. On ne nettoie pas une pièce avec une arme de soutien servie par 2 hommes. Berlin cherche une issue. Les ingénieurs observent les fusils semi-automatiques russes et américains. Ils créent le G43, une tentative désespérée de rester dans la course. Le contraste est absurde. L'armée allemande distribue des armes réglées pour 1000 mètres. Pourtant, dans la boue et les décombres, la réalité est brutale. Le combat se décide à moins de 50 mètres. La science des tranchées contredit les manuels de tir. Au-delà de 300 yards, le fusil de précision devient un luxe inutile. En deçà de 50 yards, le pistolet mitrailleur manque de pénétration. Selon les rapports statistiques de la Wehrmacht, plus de 90% des engagements se concentraient sur une distance de 270 mètres. L'image d'Épinal du soldat allemand, armé d'un pistolet mitrailleur dernier cri, cache une réalité brutale. Cette statistique des 300 yards a fini par briser le grand mythe de la propagande du Reich. Derrière les actualités cinématographiques, la Wehrmacht n'était pas l'armée du futur. C'était une armée de bois et d'acier manuel. Combien valait réellement le mythe de la supériorité technique de l'infanterie allemande? Pas grand-chose face au registre de production. Le haut commandement misait sur l'image. Le MP40 au design épuré, le fusil de parachutiste FG42, le semi-automatique G43. Des armes de prestige pour les photographes. Dans la boue des tranchées, la réalité était tout autre. Sur 100 soldats, seuls quelques-uns pressaient une détente automatique. Les autres manipulaient un verrou, un geste hérité du 19e siècle. Les chiffres ne mentent pas. Les modèles avancés ne dépassent jamais quelques centaines de milliers d'unités. En face, la colonne vertébrale de l'armée reste le Kar 98K, un fusil à répétition manuelle. 14 millions d'exemplaires.